Ce type d'images, on en voit de plus en plus et elles sont souvent décrites comme un avant-goût des années à venir. Mais au-delà des images chocs près de chez nous, à quoi s'attendre vraiment? Salut, c'est Lucas et bienvenue dans ce nouvel épisode des Doc Nature. De plus en plus, des scientifiques modélisent la France de demain. Vous verrez, ces modélisations donnent des changements parfois très importants sur nos paysages et nos quotidiens, dont certains m'ont surpris. Ce qui est aujourd'hui encore l'exception, c'est en train de devenir la norme. Il n'y a pas de territoires qui sont épargnés par les impacts. Mais ces changements, je me suis aussi rendu compte qu'ils pouvaient avoir des conséquences très différentes d'un endroit à l'autre. La Bretagne et la Provence, la Bourgogne et la Corse, ou encore la Martinique et l'Île-de-France, etc. ne devraient pas être touchés de la même manière. On est parti à la recherche de cartes et d'exemples concrets en métropole et dans les Outre-mer pour visualiser ce que ça pourrait donner concrètement. Alors, qu'est-ce qui peut changer au plus près de chez moi et peut-être de chez vous? Peut-on y faire quelque chose? Je vous explique. Les gorges du Verdon de plus en plus asséchées, le Mont Saint-Michel exposé à des risques de dégâts, les falaises de craie de la côte d'Opale qui s'éboulent de plus en plus, ou encore l'île d'Oléron en partie submergée. Selon ce rapport, ces vitrines du patrimoine français entre guillemets pourraient être fortement touchées dans les prochaines décennies. Le Mont Saint-Michel a les pieds dans l'eau et donc son mur de rempart est petit à petit grignoté par la montée des eaux. Mais ces sites cartes postales sont loin d'être les seuls qui pourraient être impactés. Ces images récentes des inondations soudaines en Espagne près de Valence m'ont fortement marqué. Je me suis demandé comment pouvait évoluer le risque d'inondation en France à l'avenir. Dans les Hauts-de-France, 6 communes sur 10 sont déjà concernées par un risque d'inondation, ce qui représente 2,2 millions de personnes. La région Hauts-de-France, c'est une région qui va connaître plus de précipitations, qui connaît déjà plus de précipitations, et c'est aussi une région qui a des sols qui sont artificialisés, c'est-à-dire qui sont bétonnés ou modifiés par l'aménagement du territoire. Ce qui veut dire que l'eau ne peut plus s'infiltrer correctement dans les sols. Les risques d'inondation par ruissellement ou par débordement des cours d'eau, ils sont renforcés par les phénomènes de pluie intense qui devraient devenir plus probables à l'avenir dans la région comme le montre cette carte. En dehors de ces endroits, le phénomène d'augmentation des pluies très intenses, il pourrait toucher d'autres régions. Près des côtes, cette fois, j'ai découvert que ce type d'image pourrait se multiplier. Cette carte du BRGM montre les zones qui pourraient être menacées par l'élévation du niveau de la mer les jours où les marées sont les plus hautes, d'ici 2100, ici dans les Hauts-de-France. Si on regarde cette fois en Normandie, toutes ces zones pourraient être aussi touchées par le même risque. Et en Bretagne, voici ce que ça pourrait donner toujours pour les jours des plus hautes marées. Plus le niveau de la mer monte, plus aussi on connaît un phénomène d'érosion et donc de recul du trait de côte. Alors qu'en Normandie, les 2/3 des côtes connaissent déjà une érosion de 20 à 25 cm par an en moyenne, ce phénomène pourrait s'accentuer dans les 3 régions dont on a parlé. D'ici 2100, les scientifiques projettent que les océans mondiaux vont s'élever de 44 à 76 cm en moyenne. En dehors de la Bretagne, de la Normandie, voici ce que donne la carte des risques de submersion les jours des marées les plus hautes. On voit que d'autres régions sont également touchées. En dehors de ces risques d'inondation, de submersion, je me suis rendu compte que la chaleur pourrait provoquer de nombreux changements dans plusieurs régions. On va se plonger plus particulièrement dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Corse et Île-de-France. Ces 3 régions qui ont pour caractéristique d'être soit des régions montagneuses, soit des régions qui sont très urbanisées. Et du coup, c'est 2 types d'espaces qui sont particulièrement concernés par les épisodes de chaleur. L'Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes sont les 2 régions les plus peuplées de France et elles comptent de nombreuses villes. En fait, avec la concentration des constructions et des activités, les centres urbains sont particulièrement touchés lors d'épisodes de chaleur élevée. La différence de température, elle peut atteindre parfois 10 degrés entre un centre urbain et les campagnes alentours, je trouve ça énorme. On voit de plus en plus de canicules prolongées et de ce qu'on appelle des nuits tropicales, c'est-à-dire des nuits où on ne redescend pas en dessous des 20 degrés. En Île-de-France, que d'ici les années 2080, on pourrait estimer 35 nuits tropicales. C'est 7 fois plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Lyon par exemple connaît en moyenne 10 jours de canicule par an. Ça pourrait monter à 36 jours de canicule à l'horizon 2070, soit plus d'un mois selon ce rapport. Alors oui, la chaleur, dans certains cas, ça peut être agréable, mais pour de nombreux habitants, ça pourrait avoir des conséquences bien plus négatives. Sur les pics de chaleur, il y a plein de conséquences sur la santé humaine, de l'altération du sommeil, des coups de chaleur, des maux de tête, des nausées, et ça peut aller jusqu'à l'augmentation des risques d'accidents cardiovasculaires pour les personnes les plus vulnérables. Parmi près de 900 villes européennes, Paris serait celle avec le risque relatif à la chaleur le plus élevé pour toutes les tranches d'âge, selon cette étude de 2023. Mais ces fortes chaleurs, elles n'impacteraient pas que les villes. Nous sommes en Auvergne-Rhône-Alpes, tout près du Mont Blanc. Ça, c'est la mer de glace, le plus grand glacier français au début du siècle dernier. Et voici ce que ça donne aujourd'hui.
À l'image de la mer de glace, la quasi-totalité des glaciers des Alpes devrait disparaître partiellement ou totalement d'ici 2100. Qui dit fonte des glaciers dit notamment risque d'effondrement ou perturbation du cycle de l'eau dans les vallées. En fait, les montagnes sont particulièrement touchées par ces hausses de température. En Corse, à 2000 mètres d'altitude, la température a déjà bondi de plus 5,2 degrés depuis les années 70. Autre exemple, les projections montrent une réduction de l'enneigement en hiver dans de nombreuses zones. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, la première région touristique pour la montagne en France, cela pourrait bouleverser plusieurs activités économiques et emplois. Avant de passer à la suite, voici en dehors de ces régions, selon Météo France, comment pourrait évoluer le nombre moyen de jours avec des températures maximales supérieures à 30 degrés. Plusieurs zones du sud connaîtraient entre 30 et 60 jours en plus avec des températures maximales supérieures à 30 degrés. Ça, ce serait d'ici à la fin du siècle, donc ça voudrait dire que j'ai environ 90 ou 100 ans et qu'un enfant qui naîtrait aujourd'hui aurait environ 70 ans. Alors tout à l'heure, on a parlé des conséquences de la montée des eaux et paradoxalement, à d'autres endroits ou d'autres moments, c'est cette fois le manque d'eau qui pourrait aussi poser problème. Voici la Bourgogne-Franche-Comté, l'Occitanie, les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire. Ces régions diverses, comme le montrent ces cartes, elles ont en commun de devoir faire face à davantage de jours de sécheresse et donc de manque d'eau, principalement en été. Mais en fonction des réalités locales, cela pourrait entraîner différents bouleversements. On a une hausse généralisée des températures et on a une répartition des précipitations dans l'année qui change. Et donc ça crée un assèchement des sols. D'ici 2070, donc dans une cinquantaine d'années, la Loire, le fleuve, devrait connaître une baisse de 25 à 30% de l'eau disponible dans son bassin. En Bourgogne-Franche-Comté, dès 2050, la recharge des nappes phréatiques pourrait baisser de 5 à 25%, soit jusqu'à un quart en moins. Ça pourrait entraîner d'importantes conséquences. L'hiver, on a trop d'eau, l'été, on en a plus assez. Le premier impact, c'est qu'on est obligé de déclencher l'irrigation un peu plus tôt que d'habitude. En Occitanie et en Bourgogne-Franche-Comté, la moitié des sols sont dédiés à l'agriculture. Cela monte à environ 60% en Centre-Val de Loire et à 70% dans les Pays de la Loire. Moins on a d'eau déjà disponible, plus on va avoir besoin de recourir à l'irrigation pour compenser. Donc plus on va aller puiser dans une ressource qui est déjà en tension. Il y a aussi une autre conséquence qui pourrait particulièrement toucher le Centre-Val de Loire. Si les sols sont argileux, quand ils sont plus secs, ils vont se rétracter. Et ils vont ensuite regonfler au retour des pluies. Et s'il y a un bâtiment construit sur ces sols, ça peut vouloir dire des risques de fissures, voire d'effondrement. Dans la région Centre-Val de Loire, c'est près de 70% de la population qui serait concernée par un risque moyen ou fort de ces retraits-gonflements des argiles. Ce risque il touche aussi l'Occitanie où 1,2 million de personnes sont situées en zone d'aléa fort et en Bourgogne-Franche-Comté où 44% de la population serait exposée à ce risque. J'ai aussi appris que des sécheresses pourraient menacer plusieurs châteaux de la Loire comme ceux de Chenonceau, Azay-le-Rideau ou encore Sully-sur-Loire. Autre exemple d'impact possible, moins d'eau en été, ça peut vouloir dire plus de difficultés à produire de l'électricité à partir des barrages. Et en Occitanie, c'est environ 33% de la production qui dépend des barrages hydroélectriques. Alors tous ces changements, ils ne s'arrêtent pas aux frontières des 4 régions que j'ai pris en exemple. Voici ce que ça donne si on regarde la carte entière qui donne le nombre de jours avec un sol sec à la fin du siècle. On voit que cette augmentation, elle touche plusieurs autres régions. Les deux impacts principaux qui touchent l'ensemble des territoires français, c'est l'augmentation générale des températures et les épisodes de sécheresse. Et ensuite, on a d'autres impacts localisés en fonction des caractéristiques géographiques ou d'aménagement des différentes régions. Si vous voulez avoir un aperçu plus complet de ce que ça donnerait dans votre région, je vous mets plusieurs liens sous la vidéo YouTube. Arrivé ici, il faut faire une autre précision. Selon les rapports sur lesquels je me suis penché, tous ces changements dont on parle depuis le début, ils sont causés ou au moins renforcés par le réchauffement climatique. Et ce réchauffement climatique, il est en ultra grande majorité causé par les activités humaines qui émettent des gaz à effet de serre. Alors dans certains cas, certains changements de température de précipitation pourraient avoir certains effets positifs comme des hausses localisées de la production agricole. Mais selon les rapports que j'ai consultés, les impacts négatifs seraient de loin les plus nombreux. Alors que les forêts couvrent près d'un tiers du pays et nous rendent de nombreux services, je me suis demandé comment elles pourraient évoluer. Voici par exemple les plantations de pins maritimes en Nouvelle-Aquitaine, la région qui compte la plus grande étendue de forêts en France métropolitaine. Voici maintenant les forêts de feuillus de conifères du Grand Est, qui est la 3e région la plus couverte de forêts. Et voici une forêt méditerranéenne en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une des régions où la forêt recouvre une plus grande proportion du territoire. Pour les forêts, une des premières menaces sont les incendies.
On a 200 sapeurs-pompiers sur place qui viennent de tous les départements limitrophes. Comme le montre cette carte de Météo France, en Nouvelle-Aquitaine et dans le Grand Est, le nombre de jours avec des conditions très favorables au feu devrait fortement augmenter. Historiquement, les incendies sont plutôt concentrés dans le sud de la France, mais en fait, ils arrivent à des territoires et des géographies qu'on connaissait moins. Mais cette augmentation elle est encore plus grande en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où le nombre de jours favorables au feu devrait plus que doubler. Alors en France, la majorité des feux sont déclenchés par des humains. Mais en gros, la manière dont le feu va partir, va se maintenir ou va se propager, ça dépend aussi beaucoup de conditions liées à la température ou à la sécheresse. Dans le reste de la France, voici ce que donne l'évolution du nombre de jours avec des conditions favorables au feu. Mais ce n'est pas la seule menace qui pèse sur les forêts. Les sécheresses et les fortes chaleurs à répétition peuvent perturber la croissance des végétaux ou entraîner leur mortalité. Certains arbres sont aussi exposés à ce qu'on appelle des ravageurs, comme ces scolites qui les affaiblissent. Ces différents changements, ils devraient affecter une partie des nombreux services que nous rendent les forêts. Elles sont notamment importantes pour de nombreux animaux, pour de nombreux loisirs et permettent aussi de capter les émissions de CO2. Et plusieurs forêts sont aussi utilisées pour fabriquer des meubles, des parties de maisons ou de fournir de quoi se chauffer et donc de nombreux emplois en dépendent. Alors bien sûr, la France ne s'arrête pas à la France métropolitaine. Face à ces évolutions, je me suis rendu compte que les habitants et habitantes des Outre-mer étaient aussi en première ligne. On s'attendait pas à retrouver la maison, tout simplement. Vraiment, on a eu beaucoup de chance. On a vu notamment l'ouragan Irma en 2017 qui a eu des conséquences absolument désastreuses sur l'île de Saint-Martin. Et ça, concrètement, ça veut dire destruction des productions agricoles, destruction des infrastructures et des habitations. La plupart des régions et territoires ultramarins devraient faire face à plusieurs changements importants. Météo France précise qu'avec le réchauffement climatique, le nombre de cyclones ne devrait pas augmenter. Par contre, leur intensité devrait être de plus en plus forte. Autre changement, les îles basses, comme les atolls de Tuamotu en Polynésie française et leurs 16 000 habitants devraient être menacés par la montée des eaux et les risques de submersion. Dans les îles avec plus de relief, il y a souvent une grande partie de la population qui vit sur les littoraux et ces zones devraient elles aussi être touchées par davantage de risques. Et même si c'est pas une île, c'est aussi le cas en Guyane. Par ailleurs, j'ai appris que plusieurs territoires ultramarins devraient connaître une disparition quasi totale de leurs récifs coralliens dans les prochaines décennies. Ceux-ci sont notamment très importants pour de nombreux animaux qui y vivent et notamment pour la pêche, mais aussi pour des activités touristiques ou pour protéger les côtes face aux vagues. Enfin, le taux de pauvreté est par exemple 2 fois plus élevé en Guadeloupe ou en Martinique qu'en métropole et jusqu'à 5 fois plus élevé à Mayotte. C'est des territoires où il y a des inégalités économiques qui sont extrêmes. Par exemple, après le passage de l'ouragan Irma à Saint-Martin, ceux qui ont dû rester, qui étaient bloqués sur l'île, c'était forcément ceux qui ne pouvaient pas se permettre de s'en aller, même forcément de reconstruire correctement leurs habitations. La grande majorité des impacts dont on parle, même s'ils touchent une même région et une même commune, il peut avoir des conséquences différentes selon les personnes qui sont touchées. En fait, ça va dépendre de pas mal de facteurs. Si on est très jeune, si on est très vieux, on est plus vulnérable. En fonction de notre condition de santé aussi, si on a une maladie, si on est une femme enceinte, ou encore en fonction des ressources financières sur lesquelles on peut compter, alors on répond différemment à un même impact du changement climatique. En dehors de la France, les habitants et habitantes de nombreux pays du Sud devraient être encore plus exposés à ces différentes conséquences. Certaines zones pourraient même devenir inhabitables. Précisons que les cartes des Outre-mer n'étaient malheureusement pas disponibles dans la version récente du simulateur que j'ai utilisé pour vous montrer la plupart des cartes précédentes. Alors face à tous ces risques qui peuvent augmenter dans les prochaines décennies, sommes-nous prêts et est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Le but de cette vidéo, c'est pas de faire dans le catastrophisme, et d'ailleurs je me suis pas concentré sur les scénarios les plus extrêmes. Selon de nombreux rapports, nous pouvons encore éviter ou limiter un grand nombre de conséquences qu'on a vues. Et ça passe par deux axes. D'abord, tenter de limiter l'ampleur des changements eux-mêmes. Ce rapport de l'ONU qui vient d'être publié estime que les politiques actuelles mènent à un monde qui se réchaufferait d'environ plus 3 degrés à la fin du siècle. Ça correspondrait à environ plus 4 degrés en France métropolitaine, car notre pays se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. C'est donc cette trajectoire actuelle que j'ai pris en compte pour la plupart des impacts qu'on a vus ensemble. A l'inverse, on peut aussi réduire fortement nos émissions de gaz à effet de serre. Voici ce que ça changerait par exemple sur les évolutions concernant les nuits tropicales ou les jours avec des températures maximales à plus 30 degrés. Voici ce que ça pourrait changer sur le nombre de jours avec des sols secs, sur le nombre de jours avec des conditions propices aux feux de forêt ou encore sur les risques de précipitations intenses et donc potentiellement d'inondations. Ce que montrent ces cartes, c'est que limiter fortement les émissions de gaz à effet de serre permettrait de limiter fortement un grand nombre d'impacts. Pour ça, selon le rapport de l'ONU et de nombreux autres rapports, il faut principalement accélérer la sortie des énergies fossiles, transformer notre agriculture et protéger et replanter les forêts et les milieux naturels. Alors là-dessus, tout le monde peut agir à son échelle, mais il est vrai qu'il y a des personnes avec beaucoup plus de leviers, comme par exemple la puissance publique, les entreprises ou encore les personnes qui ont plus de moyens financiers.
La deuxième piste pour tenter de limiter les conséquences des changements qu'on a vus pour nos régions, c'est de tenter de s'adapter. Par exemple, dans les villes, il va falloir revégétaliser pour faire baisser les températures et faciliter l'infiltration de l'eau. Au niveau national, il va falloir rénover les logements pour que tout le monde soit bien protégé des pics de chaleur. Il va falloir qu'on soit aussi plus sobre dans nos usages de l'eau parce que c'est une ressource qui diminue. Donc il y a plein de bonnes pratiques. Nous sommes fin octobre 2024 et le gouvernement présente le 3e plan d'adaptation au changement climatique. S'adapter, c'est pas se résigner, c'est pas renoncer, c'est ouvrir les yeux. Dans ce plan, il y a plusieurs mesures et notamment certaines qui visent à protéger les logements et les travailleurs les plus exposés aux fortes chaleurs. Il y a également notamment des mesures pour essayer de mieux préserver les établissements de santé, les moyens de transport ou encore les centrales nucléaires face à différents risques qu'on a vus ensemble. Tout ça, ça va sur le bon chemin. Par contre, il y a un certain nombre de limites qui sont évidentes, notamment le fait qu'il n'y a pas de moyens financiers dédiés suffisants pour s'adapter au changement climatique. Le besoin, il est de plusieurs milliards d'euros annuels. La mise en œuvre générale reste aujourd'hui insuffisante si on s'en fie au dernier rapport du Haut Conseil pour le climat. Dans une étude de 2023, l'ADEME estime qu'au-delà des coûts humains, ne pas agir ou agir trop tard coûterait plus cher qu'organiser rapidement la transition dès maintenant. Quand on pense à la transition écologique, c'est un coût aussi, forcément. C'est des nouvelles politiques qu'il faut mettre en œuvre, des nouveaux outils. Par contre, on a la chance de pouvoir la planifier. Alors que si on réagit aux conséquences du changement climatique, c'est justement de la réaction. C'est pas planifiable, on peut pas l'organiser et donc forcément, c'est désorganisé. Cette vidéo, je la vois comme une porte d'entrée la plus sourcée possible sur ce sujet, mais n'hésitez pas à apporter tous les compléments que vous voulez dans les commentaires. Bien sûr, il peut aussi y avoir des phénomènes socio-économiques qui vont influencer l'avenir de nos départements ou de nos régions, mais vu ce qui s'est passé ces derniers mois, je trouvais intéressant de faire un focus sur les impacts du réchauffement climatique. Comme d'habitude, pour aller plus loin, je vous mets pas mal de liens sous la vidéo, et notamment un rapport récent du réseau Action Climat. C'est un réseau d'associations qui a compilé des centaines d'informations sur les différentes régions, principalement issues de travaux scientifiques. Je vous mets aussi le lien du plan d'adaptation du gouvernement et d'autres rapports scientifiques. Comme souvent, voici un petit extrait d'interview supplémentaire sur quelque chose que j'ai appris. La sécheresse, ça a ce double effet qui est un peu paradoxal, qu'on a des périodes plus longues, donc sans précipitation ou avec moins de précipitation, donc des sols qui sèchent et qui s'ouvrent à ce moment-là. Mais ça a une deuxième conséquence, c'est que quand du coup les précipitations arrivent, alors les sols sont tellement desséchés qu'ils ne peuvent plus absorber toute l'eau qui leur tombe dessus. Et donc on a un deuxième phénomène qui est le ruissellement, voire des inondations dans certains cas. Un grand merci notamment à Azilis qui vient de rejoindre l'équipe et à toutes les personnes de Brut qui ont contribué à cette vidéo. Rendez-vous dimanche prochain dès 10h pour un nouvel épisode des Doc Nature.